Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'animer cette seconde séance hebdomadaire pour moi en tant que nouveau président pour 2021 de cette belle académie. Alors, c'est un sujet particulièrement sensible que nous allons examiner cet après-midi. Quel dialogue entre recherche et évaluation des risques sanitaires? Par certains côtés, nous sommes au cœur d'une actualité forte pour nous, avec différents sujets. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais je dois dire que la réunion qui a été préparée et animée par Philippe Stopp risque de nous intéresser énormément. Je reprends un tout petit peu pour expliquer que cette réunion a pour objectif de discuter un peu de toutes les controverses médiatisées qui sont autour de l'agriculture et ses activités. On en parle des OGM, on parle des protections des plantes. Il y a beaucoup. Il faut que tu coupes ça là. Ouais. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'agriculture française peut être attaquée. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un inventaire des causes scientifiques et des divergences apparentes entre les publications scientifiques, les expertises collectives et les avis des agences sanitaires. Et puis, on va essayer de chercher des solutions à ces problèmes. Et je pense que nous avons un panel d'experts extrêmement forts sur ces questions. Alors, comme d'habitude, notre séance est séparée en plusieurs séquences. La première, c'est notre ami Gérard Pascal qui va faire une introduction générale de ces sujets. Nous avons ensuite 3 exposés successifs de Philippe Stopp, d'Isabelle Oswald et de Georges Casse. Alors, Georges Casse ne sera pas avec nous en direct, mais il nous a envoyé une vidéo de sa présentation. Et les conclusions seront faites par Dominique Paramassin et Jean-Yves Ledéo. Donc, je rappelle que vous pouvez poser des questions, comme l'a dit Constant à l'instant, à tous ces intervenants. Et nous aurons une séquence de questions plus large à la faire des enquêtes sur la santé des agriculteurs pour vérifier que ceux qui les utilisent ne sont pas exposés à des problèmes de santé que n'ont pas les agriculteurs qui n'en utilisent pas. Et puis, ça peut être aussi des études sur les consommateurs, par exemple, pour vérifier si les résidus de pesticides dans l'alimentation n'ont pas d'effet en comparant la santé des consommateurs de bio par rapport à ceux qui ne consomment que des produits de l'alimentation conventionnelle. Alors, en ce qui concerne le contrôle de la qualité de ces données produites, là aussi, les modes d'évaluation sont complètement différents entre les 2 étapes. Ça a déjà été évoqué par Gérard, et ensuite Georges Casse y reviendra en particulier, parce que c'est un élément important de conciliation des données de l'homologation et de la recherche. Les protocoles expérimentaux avant homologation sont définis par les lignes directrices de l'OCDE. Ça a été central, par exemple, pour les polémiques autour du glyphosate. Le CIRC, l'agence qui l'avait classé comme cancérogène probable, avait retenu des expérimentations non conformes aux lignes directrices de l'OCDE. Ça, c'est pour la définition des protocoles expérimentaux. Et pour la qualité elle-même de réalisation de l'expérimentation, tous les laboratoires qui fournissent ce type de données doivent obligatoirement être certifiés, avoir la certification qu'on appelle certification bonne pratique de laboratoire, qui, elle, veille à la traçabilité des données produites pendant l'expérimentation, à la qualité de l'instrumentation, au respect des règles de bonne pratique. Et cette certification bonne pratique de laboratoire, donc, elle est donc obligatoire pour toutes les entreprises privées qui produisent les données avant homologation. Par contre, peu de laboratoires de recherche ont cette certification, parce qu'en fait, les critères de qualité suivis dans le cadre de ces certifications ne correspondent pas aux standards de qualité de la recherche, qui, elle, est beaucoup plus libre dans son fonctionnement, puisqu'un protocole de recherche, c'est plutôt en fait une création propre du chercheur, et donc elle ne peut pas être encadrée par des règles normatives, comme une expérimentation avant homologation. Du coup, tous les travaux scientifiques sont produits par la recherche après l'autorisation. C'est un mode d'évaluation complètement différent, qui est celui de toute publication scientifique. C'est des travaux qui vont être publiés dans la presse scientifique. Quand la publication est soumise à une revue, elle va subir ce qu'on appelle le contrôle par les pairs, c'est-à-dire que c'est d'autres experts du même domaine, issus bien entendu de laboratoires différents, qui vont évaluer si la publication est effectivement conforme aux bonnes pratiques de la recherche. Et donc avec des règles beaucoup plus souples et informelles que celles du contrôle des données d'homologation. Une autre différence importante entre les critères de qualité de la recherche et de l'expertise sanitaire, c'est leur position par rapport aux risques statistiques quand on fait justement une analyse statistique. Parce que tout ça, c'est des expérimentations qui portent sur le vivant, et où donc il y a forcément d'aspects aléatoires. Quand on expose un lot de rats à un produit dont on veut vérifier l'innocuité, et qu'on les compare à un lot témoin, on sait qu'on ne va jamais tomber plus sur le même résultat.
Imaginons par exemple qu'on ait trouvé qu'un lot de rats exposé à un produit a une augmentation de 5% du taux de cancer par rapport au lot témoin. Il se pose toujours la question de savoir si c'est vraiment un effet du produit ou si c'est juste un simple effet du hasard. Ça, pour le savoir, on va donc faire des tests statistiques dans le cadre desquels on va se fixer ce qu'on appelle le risque de première espèce, c'est-à-dire le risque d'attribuer au produit un effet sanitaire qu'il n'a pas réellement, ce qu'on pourrait appeler un peu un faux positif, hein, c'est un terme qu'on emploie beaucoup là, en ce moment à propos des tests PCR, c'est exactement la même question. On va se fixer un risque qui est celui qu'on peut accepter d'attribuer à ce produit un effet qui en fait est simplement l'effet du hasard. Et en général, on se fixe un seuil de 5%. À partir du moment où on s'est fixé ce risque de première espèce, ça conditionne aussi pour une expérimentation donnée ce qu'on appelle le risque de deuxième espèce, qui est le risque symétrique. C'est en fait de décréter non significatif une différence qui est faible, mais qui correspondait bien en fait à un effet du produit. C'est ce qu'on pourrait appeler du coup un faux négatif. Ça serait une expérimentation. On aura considéré que la différence entre le lot témoin et le lot traité n'était pas, l'eau exposée n'était pas suffisante pour être considéré comme montrant un risque, alors qu'en fait, le produit a bien un effet faible, mais qui n'était pas assez fort pour apparaître sur la taille de l'eau qu'on a choisie. Et on comprend bien que, bien sûr, du coup, l'attitude de la recherche et de l'expertise sanitaire sont opposées par rapport à ces deux risques. Pour l'expérimentation d'homologation avant mise sur le marché, ce qui est essentiel pour les agences sanitaires, c'est de ne pas risquer de croire qu'un produit est inoffensif, alors qu'il a un effet qui est trop faible pour être détecté dans les analyses avant homologation, mais qui risque de se traduire par des centaines, voire des milliers de morts quand le produit va être diffusé à grande échelle. Donc ce qui est essentiel pour l'expérimentation analysée par les agences sanitaires, c'est de minimiser le risque bêta de deuxième espèce. Pour les chercheurs, le problème est opposé. Eux, ils vont émettre une hypothèse nouvelle, vouloir démontrer que ce produit a un effet qu'on n'avait pas soupçonné jusqu'à présent. Et donc, ça va être essentiel pour eux, c'est de prouver qu'effectivement, le risque que cet effet soit dû au hasard est très faible. Donc, eux, ce qu'ils vont chercher à minimiser, c'est le risque alpha. Et donc, comme on a vu que les deux sont contradictoires, une expérimentation ne peut pas être bonne pour les deux approches. Alors en plus, cette notion de risque de première espèce, elle a aussi une conséquence un peu paradoxale qu'on oublie souvent. Comme je l'ai dit, en général, en recherche, on estime qu'un résultat significatif si le risque de première espèce est inférieur à 5%. Donc voilà, on peut se dire que ça, du coup, ça veut dire si on dit à partir d'un essai que ce produit a un effet, on a 95% de chance d'avoir raison. C'est bien, mais ça veut dire aussi qu'on a 5% de chance d'avoir tort. Et le problème, c'est qu'en fait, dans une publication scientifique, en général, on teste beaucoup d'hypothèses. Par exemple, si on étudie l'effet d'un produit sur la physiologie des rats, on va mesurer une dizaine, voire plus de variables biologiques. On va faire un test pour chacune de ces variables. Et en fait, si on a une chance sur 20, soit 5% d'avoir un résultat, un faux positif, ça veut dire qu'en fait, dans une publication de complexité tout à fait moyenne, on a de très fortes chances d'avoir au moins un résultat qui a été considéré comme significatif, mais qui en fait ne se reproduirait pas si on faisait la même expérience. Donc en fait, pour la plupart des publications, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pas de savoir si on a des résultats significatifs, mais de savoir si on a un excès de résultats significatifs par rapport au risque de première espèce qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que si on avait travaillé avec un risque alpha de 5%, il faudrait vérifier qu'on a plus de 5% de résultats significatifs. Et si on s'est fixé le seuil plus restrictif de 1% de significativité, vérifier qu'on a vraiment plus de 1% de résultats dits hautement significatifs. Alors, ça paraît un peu théorique, mais on va prendre un exemple tout simple, une publication qui avait été très médiatisée il y a 2-3 ans, qui est, dans l'interprétation, en fait, pose vraiment ce problème. Donc, il y a eu une publication donc, assez médiatisée de l'INSERM, de chercheurs qui avaient cherché s'il y avait un lien entre l'exposition de femmes enceintes à des produits suspectés de perturbateurs endocriniens et le comportement des jeunes garçons qui du coup avaient été exposés in utero à ces produits. Et la conclusion de cette publication, telle qu'elle avait été formulée dans le communiqué de presse de l'INSERM, ça reflétait parfaitement le point de vue des auteurs, c'est qu'ils avaient trouvé une association entre exposition à certains perturbateurs endocriniens, 3 en fait, et des troubles du comportement des garçons qui avaient été suivis après cette exposition. On note que dans le communiqué de presse, il est évoqué nulle part qu'on avait démontré
une relation de causalité entre les deux. On parlait simplement d'association. On aurait même pu ajouter association significative, que ça avait bien des résultats significatifs, significatifs qui avaient été trouvés pour 3 produits. Bien entendu, quand ça part dans la presse, comment c'est traduit par les journaux, c'est des titres tous du même genre, les perturbateurs endocriniens affectent le comportement des petits garçons. Donc les médias ont fait vraiment le pas de parler d'un lien de causalité. Pour les plus prudents, ils le mettaient au conditionnel, mais on sait bien que dans ces cas-là, de toute façon, les lecteurs ont tendance à oublier ce conditionnel. Qu'est-ce qu'il en était en fait, si on regarde le détail de cette publication? Donc, comme je le disais, les chercheurs ils avaient pu quantifier l'exposition de femmes enceintes à 13 produits différents, 13 produits ou familles de produits. Et ensuite, ils avaient croisé ça avec des résultats de tests psychologiques sur les garçons nés après cette exposition in utero. Et ils l'avaient fait avec 7 indicateurs du comportement. Donc, au total, on avait 91 combinaisons entre produits et indicateurs de comportement qui avaient été suivis. Et si on faisait le bilan global de la publication, on trouvait que finalement le nombre de résultats significatifs trouvés était tout à fait normal. Ils avaient trouvé 52% de résultats significatifs à 5%, 9,89% de résultats significatifs à 10%. Donc en fait, ils auraient trouvé exactement le même nombre de résultats s'ils avaient travaillé que sur des produits complètement inoffensifs, voire s'ils avaient cherché des corrélations entre le signe astrologique des enfants et les troubles du comportement. Alors, dit comme ça paraît très, très négatif, mais en fait, les chercheurs avaient fait l'effort, ce qui est d'ailleurs assez rare, on peut les en féliciter, d'avoir pratiqué un test statistique supplémentaire qui vérifiait si effectivement quelle était la probabilité que ces résultats soient réellement significatifs. Et la conclusion de ce test, c'est qu'il n'y avait que 58% de chances qu'il y ait au moins un résultat qui ne soit pas un faux positif. Alors ça, bien entendu, c'est une dimension qui avait été un peu obscure pour le grand public. On voit donc que c'est en fait une expérimentation qui a un niveau de preuve quasiment nul, mais en même temps, c'est vrai qu'il était normal, et je dirais même nécessaire de la publier, parce qu'à partir de là, ça fait quand même une piste de recherche qui mérite d'être approfondie, parce que si jamais on retrouve effectivement le même résultat dans une deuxième expérimentation, là, pour le coup, ça deviendrait vraiment un indice très sérieux d'effet des perturbateurs endocriniens. Mais c'est là qu'on bute aussi après sur un problème de fonctionnement de la recherche, c'est qu'en fait, pour un chercheur, ça n'a aucun intérêt de faire une duplication d'une expérimentation qui donne comme ça des résultats très, très incertains. La démarche d'évaluation de la recherche fait qu'on a toujours tendance à aller plus loin, refaire des essais avec de protocoles différents, mais à ne jamais confirmer vraiment un résultat qui était douteux avec un protocole identique. Alors, là, j'ai pris un exemple isolé, parce qu'il était particulièrement parlant. On peut se dire que oui, bon, c'est peut-être un cas isolé, mais en fait, clairement, ce n'est pas du tout le cas. Il y a déjà eu plusieurs expériences de réplication systématique de publications scientifiques, même dans des revues de bon niveau. Et sur ces expériences de réplication volontaire, pour vérifier justement la fiabilité des résultats acceptés même par de très bonnes revues, on voit que en général, le pourcentage de publications dont on arrive à rééditer les résultats de façon complètement identique est inférieur à 50%. Parce que voilà, certains chercheurs, en travaillant en épistémologie, on traduit de façon un peu provocatrice par le fait que la majorité des résultats de recherche sont faux. Ce qui est un peu provocateur, c'est une façon de dire quand même qu'effectivement, il y a moins de la moitié des résultats qu'on peut reproduire tels quels à l'identique. Et du coup, on comprend bien le problème que ça pose après aux agences sanitaires qui vont être amenées à traiter ces sujets. Sitôt qu'un produit est beaucoup travaillé par la recherche, on sait qu'on va forcément trouver des résultats significatifs qui indiquent des effets significatifs sur la santé, mais qui sont des résultats isolés, dispersés, qui n'ont jamais été confirmés, et du coup, pour lesquels il va falloir qu'ils se prononcent sans avoir vraiment de règles vraiment claires. C'est juste un petit tableau pour résumer la différence en fait, de critères de qualité entre donc la recherche et l'homologation. On a d'un côté des tests très standardisés, de l'autre des protocoles complexes et faits sur mesure, des risques en recherche optimisée qui ne sont pas les mêmes, et du coup, il est tout à fait normal que les résultats soient difficiles à évaluer et puissent être même contradictoires. Une autre notion importante aussi, souvent mal comprise du grand public, c'est la différence entre danger et risque. Parce qu'on a tendance à considérer ça comme synonyme dans le langage courant. En fait, en évaluation des risques, c'est vraiment deux étapes bien différentes. On dit qu'un produit présente un danger s'il peut provoquer des effets nocifs sur la santé, quelle que soit la dose à laquelle ça se produit.
Et du coup, en fait, on se rappelle très bien que l'immense majorité des substances chimiques, que ce soit naturelles ou artificielles d'ailleurs, peuvent devenir toxiques à partir d'une certaine dose. Hein. C'est le vieux dicton de Paracelse selon lequel la dose fait le poison. Pour établir qu'il y a un risque, il faut aller plus loin. Il faut mesurer d'abord l'exposition des consommateurs ou des utilisateurs à cette substance et vérifier si effectivement du coup, cet effet nocif caractérisé par le danger peut vraiment se produire à la dose ou à la concentration auquel les consommateurs et utilisateurs sont exposés. Et dans la plupart des cas, on va voir qu'il y a quelques exceptions, il faut démontrer qu'un produit sera autorisé s'il a démontré qu'il ne présente pas de risque, et non pas qu'il ne présente aucun danger, parce que si c'était le cas, pratiquement aucun produit ne pourrait être autorisé. Juste pour donner un exemple un peu extrême à la différence entre les deux, c'est le cas des météorites. Une météorite, c'est un danger énorme, parce que si on en prend une sur la tête, on est à peu près sûr d'être tué. Par contre, l'exposition, c'est-à-dire la probabilité d'en prendre une, effectivement, est tellement faible qu'il est inutile de mettre en place, de mettre un casque chaque fois qu'on sort dans la rue. C'est un peu le problème qui va se poser en matière d'évaluation du rapport bénéfice-risque. Ça, c'est une conséquence aussi importante en termes de connaissances et de robustesse des données sur l'évaluation du produit. Parce que quand on passe à la phase d'évaluation du risque, on va faire des courbes pour faire connaître la relation entre la dose d'utilisation du produit, enfin la dose d'exposition, et ses effets biologiques. Et là, du coup, on va avoir des courbes un peu du type de celle-ci, où en fait, c'est qui résulte de toute une série d'expérimentations dont on va pouvoir vérifier la cohérence. Si on voit par hasard qu'on a un point un peu aberrant comme le point rouge qu'il y a sur ce graphique, là on saura que l'expérimentation qu'on a fait à cette dose-là, a priori il est très probable que c'est justement un des fameux faux positifs qu'on évoquait dans les étapes précédentes, et on la refera par vérification, et si, le plus probable c'est qu'en fait on retrouve un résultat cohérent avec le reste de la courbe, et donc au bout du compte on aura des données beaucoup plus fiables pour cette évaluation du risque. Tandis que pour le danger, comme il suffit d'un résultat isolé pour suggérer un danger, on n'a pas j'ai un peu ce contrôle automatique de la robustesse des résultats produits. Et ça, du coup, ça a aussi des conséquences du point de vue réglementaire. Ça crée un peu une complexité qui n'est pas toujours bien prise en compte par la réglementation. Là-dessus, je donnerai un exemple qui, là aussi, a joué dans les polémiques sur le glyphosate. Je vous avais dit que dans la plupart des situations, les agences sanitaires se prononcent sur le risque et non sur le danger. Il y a quand même une exception relativement récente à ce sujet, c'est le cas des pesticides, pour lesquels une molécule, depuis un règlement européen de 2009, ne peut plus être autorisée s'il y a simplement démonstration d'un danger, il n'y a même pas besoin de démontrer un risque, si on montre simplement qu'il y a un danger de cancérogénèse ou de perturbation endocrinienne, à un niveau probable. Donc bon, je ne détaillerai pas toutes les raisons qui font qu'on a pris cette décision, qui se comprend vu la difficulté de mise en évidence de la cancérogénèse ou des effets perturbateurs endocriniens. Le problème, c'est que la complexité que crée cette décision n'a pas été prise en compte suffisamment au niveau de la réglementation européenne qui s'applique du coup aussi aux évaluations en France. Parce qu'en fait, si on regarde les critères qui avaient été définis pour considérer qu'il y avait des preuves suffisantes de cancérogénicité, ces preuves, elles sont définies dans un règlement qui était antérieur à ce règlement de 2009 spécifique aux pesticides et n'a pas été révisé depuis. Et qu'est-ce qu'il dit ce règlement de 2008? Que pour considérer qu'il y a des preuves suffisantes de cancérogénicité, en pratique, il suffit d'avoir 2 expérimentations indépendantes dans lesquelles on a observé un effet significatif du produit sur la cancérogénèse. Et donc, ce lien de causalité, donc voilà, il suffit d'avoir un risque alpha de 5%. Et on a vu sur les exemples précédents qu'en fait, sitôt qu'on a accumulé plus de 40 résultats sur un produit, on est à peu près sûr que là-dedans, il y a 2 résultats significatifs qui peuvent faire croire par ailleurs que ce produit est cancérogène. Du coup, en fait, si on appliquait à la réglementation européenne dans son état actuel, on pourrait plus autoriser aucun produit. Alors bien entendu, les agences appliquent cette règle avec discernement, c'est-à-dire que si elles voient qu'il y a les quelques résultats significatifs qui apparaissent ne sont pas solides, n'ont jamais été confirmés par ailleurs, elles ne vont pas l'appliquer, mais c'est vrai que du coup, elles sont un peu obligées de travailler dans une zone grise qui ne correspond pas à l'application à la lettre de la réglementation. Et c'est un sujet qui a été évoqué, par exemple, dans les dossiers de certains ONG à propos du glyphosate, pour dire que, voilà, compte tenu de tel résultat et tel résultat, le glyphosate devrait être interdit.
Voilà un petit peu le tour d'horizon rapide de ces questions. Ce n'est pas les seules qui peuvent se poser, mais c'est vraiment, je pense, un peu les deux raisons majeures qui font qu'il est normal, il faut l'accepter, que la recherche et l'évaluation sanitaire n'aient pas forcément le même regard sur les mêmes données. D'une part, il est nécessaire que les revues scientifiques acceptent des publications qui restent à confirmer. C'est justement un peu le rôle de servir un peu de bibliothèque des résultats obtenus pour pouvoir les confirmer par la suite, sachant que malheureusement, les mécanismes de la recherche font que cette confirmation vient rarement de la recherche elle-même. Et par conséquent, du coup, il est également normal que les agences sanitaires rejettent certaines publications scientifiques pour leurs évaluations. Ça ne veut pas dire que ces publications en elles-mêmes ne sont pas de qualité, ça veut dire qu'elles n'ont pas été suffisamment confirmées pour pouvoir être retenues dans l'évaluation des risques. Il s'agit donc, il va falloir maintenant essayer de trouver la meilleure façon de faire la synthèse entre ces deux points de vue. Et c'est ce que maintenant vont nous expliquer Isabelle Oswald et Georges Casse, chacun de leur point de vue. Isabelle plutôt côté recherche et Georges plutôt côté évaluation. Voilà, juste pour finir, hein, donc, je rappelle que pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, ils peuvent revenir sur ce sujet avec une présentation plus détaillée sur le même thème, qui est toujours sur le site de l'Académie d'agriculture. Je vous remercie. Vous m'entendez là, Philippe? Oui, tout à fait. Oui, et merci Philippe, merci beaucoup. Hein, c'était très intéressant, effectivement, tu as fait un panorama de ce qu'on peut penser de ces divergences entre l'approche expertise sanitaire et la recherche. Ensuite, en plus, tu l'as illustré de nombreux exemples, un peu comme l'a fait Gérard au début. Donc, merci beaucoup. Il se trouve que pour l'instant, nous n'avons pas de questions encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour un tas de raisons, le nombre de participants est moindre que d'habitude. Donc, je pense qu'il est important de passer tout de suite la parole à Isabelle Oswald. Donc, Isabelle Oswald est membre correspondant de la section 8, elle est directrice de recherche à l'INRAE et notamment directrice de l'UMR Toxalim. Hein. Donc, elle est ingénieure agronome de l'ENSAR de Rennes. Elle dirige donc cette UMR de toxicologie alimentaire à Toulouse, et avec des travaux de recherche sur la caractérisation et la toxicité des mycotoxines en particulier. Elle est très impliquée dans l'expertise publique et participe depuis de nombreuses années aussi bien aux travaux nationaux au sein de l'ANSES que des travaux européens de l'EFSA et aussi de la GFK. Je pense que je vais lui passer la parole parce qu'elle doit nous expliquer un peu tout ça pour expliquer caractériser les dangers que représentent ces contaminants alimentaires. Isabelle, je te passe la parole pour 20 minutes aussi. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. OK. Merci pour cette invitation. On regrette, je pense comme tout le monde, de ne pas pouvoir faire cette séance de visu et on espère que ça sera bientôt le cas. Donc, moi, je vais un petit peu continuer comme Gérard et comme Philippe avant, à vous donner aussi des exemples de recherche et évaluation. Alors, bon, ma fonction première, c'est de faire de la recherche. Je suis directrice de recherche à INRAE, mais je fais aussi de l'expertise à la fois au niveau national et international. Et je vais vous donner l'exemple des contaminants alimentaires que je connais mieux. Tout à l'heure, Philippe a parlé de l'exemple des pesticides et l'exemple des pesticides, comme il l'a tout à fait dit justement, c'est des substances pour lesquelles le pétitionnaire fait un dossier très fourni. Bon, alors le fait des fois qu'il soit réglementé et qu'il soit confidentiel peut poser des problèmes à certains, mais là n'est pas la question. Mais malheureusement, pour les contaminants naturels, on ne peut pas demander au bon Dieu de faire un dossier. Donc, pour ces contaminants naturels, il n'y a pas de dossier. Et donc, l'évaluation du risque dans ce cas-là, elle repose uniquement sur les travaux de recherche. Et je vais vous donner, l'évaluation du risque, comme l'a déjà évoqué Philippe, c'est il faut identifier les dangers, les caractériser afin de pouvoir établir une valeur toxicologique de référence. Et quand on est capable de confronter ce danger avec l'exposition, et bien là, on est capable de caractériser le risque. Et en fait, les travaux de recherche vont être dans cette première partie, identification du danger, la caractérisation pour l'établissement d'une valeur toxicologique de référence. Donc, cette valeur toxicologique de référence, Philippe l'a évoqué,
comment est-ce qu'elle est faite? Eh bien, en fait, on prend toutes les données, les agences prennent toutes les données expérimentales et identifient les effets critiques. Et pour chacun des effets critiques, une dose sans effet par effet critique et par publication dans le cas des substances, des contaminants naturels. Bon. Et à l'issue de ça, l'étude pivot va être l'étude pour laquelle on va trouver la plus basse dose sans effet. Et cette dose sans effet, elle va être assortie d'un facteur de sécurité. Alors, ce facteur de sécurité, il est appliqué chez l'homme et il est à minima de 100. Par contre, quand on fait la caractérisation du danger chez les animaux, aucun facteur de sécurité n'est appliqué. Donc, si on résume un peu tout ça, on a une courbe dose-réponse. À l'issue de cette courbe dose-réponse, on trouve une dose sans effet et cette dose sans effet, on va trouver une valeur toxicologique de référence en appliquant un facteur de sécurité. Ce facteur de sécurité, donc j'ai dit, c'est le facteur qu'on applique entre la dose sans effet et la valeur toxicologique de référence. Alors, il est composé en fait de 3 parties. Il y a un premier facteur 10 pour tenir compte de la variabilité interespèce, c'est-à-dire qu'on considère que l'homme est 10 fois plus sensible que l'espèce animale la plus sensible. Après, on a un deuxième facteur 10, c'est pour prendre en considération la variabilité qu'on a entre les différents individus, entre tous les adultes. Ce n'est pas pour prendre en compte la variabilité enfant-adulte ou adulte-personnes âgées. Et on a un troisième facteur qui est de 1 à 50, suivant les effets qu'on retient. 1 pour des effets moins graves et 50 pour les effets les plus graves. Donc, si je prends un exemple qui est la zéralénone, qui est une mycotoxine qui est produite par des moisissures du genre Fusarium qui contaminent le blé et le maïs, par exemple, cette toxine a de multiples effets, des effets sur le système immunitaire, sur le système hématopoïétique, sur le foie, mais son principal effet, c'est un effet œstrogénique. Et pourquoi? Parce que quand on voit la formule de la zéralénone et quand on regarde la formule des œstrogènes, c'est des molécules qui ont des structures similaires, et ce qui fait que la zéralénone va se lier au récepteur des œstrogènes de façon compétitive avec les œstrogènes et donc va entraîner un effet œstrogénique. Donc en fait, on s'est aperçu, les études de la biblio montrent que le porc, et en particulier la femelle prépubère, est l'espèce la plus sensible. Et les études de la littérature ont montré, par exemple l'étude de Suzanne Doll et collaborateurs, a montré que l'effet le plus sensible était une variation au niveau histologique de la vulve et du cervix, et ont montré qu'on a une dose sans effet de 10 microgrammes par kilogramme de poids corporel et par jour. Et tout ça, c'est uniquement basé pour faire de l'évaluation sur des travaux de recherche. Et à partir de cette dose sans effet de 10 microgrammes, on a appliqué un facteur d'incertitude de 4. Ici, c'était à la place de 10, parce qu'en fait, le premier 10, le facteur interespèce, c'est en fait 4 fois 2,5. Le 4, c'est pour les interactions toxico-cinétiques et le 2,5 pour les interactions toxicodynamiques. Et comme les informations toxicodynamiques indiquaient qu'il est probable que la femme n'est pas plus sensible que le porc, on n'a pas inclus ce facteur 2,5. Et on a toujours pris la variabilité interindividuelle, donc 10 plus le facteur d'incertitude de 40, on est arrivé à une dose tolérable de 0,25. Donc là, voilà un premier exemple où finalement les résultats de la recherche ont été utilisés pour l'évaluation du risque. Un autre exemple, c'est les toxines T2-HT2, qui sont d'autres mycotoxines, toujours produites par le même genre de champignons, mais celles-là contaminent plutôt l'orge. Il y a plusieurs effets, mais l'effet principal, c'est le système sanguin. Là encore, si on fait une revue de la littérature, on trouve plein d'études sur différents modèles, des modèles rongeurs, des modèles porcs, des modèles singes, différents effets toxiques, mais en fait, l'étude qui a le plus faible effet toxique, là j'ai fait une erreur, c'est une étude porc,
Et si on prend cette étude POR, là, on n'a pas appliqué la dose sans effet, on a appliqué quelque chose qui est comparable. Excusez-moi, il faut que je revienne en arrière. On n'a pas appliqué la dose sans effet, on a utilisé un autre système qui s'appelle la benchmark dose. Alors la benchmark dose, qu'est-ce que c'est? En fait, le concept est assez facile, c'est au lieu d'utiliser seulement la dose sans effet, on va modéliser toute la dose réponse et avec ce modèle, on va trouver une dose sans effet. Donc, en utilisant ça et la benchmark dose de 5%, le facteur de sécurité de 100, on trouve une DJT de 0,1 microgramme par kilogramme de poids corporel et par jour. Et là, c'était basé sur une étude POR qui datait de 1995. La recherche évoluant, il y a de nouvelles études qui sont sorties et il y a 2 études qui sont sorties en 2013 et en 2014 sur des modèles rongeurs. Et ces modèles rongeurs, en fait, ont fait qu'on a réévalué la dose journalière tolérable en passant avec ces nouvelles données, en prenant exactement la même modélisation avec la BMDL, et on est arrivé ici à une dose journalière tolérable de 0,02 microgrammes par kilogramme de poids corporel et par jour. Donc, en fait, les travaux de la recherche ont fait qu'on a diminué par 5, ce qui est quand même, on a divisé par 5, ce qui est quand même relativement important, la DJT d'une toxine. Donc là, c'était un exemple pour dire que les travaux de recherche peuvent vraiment participer à l'évaluation du risque. Les travaux de recherche peuvent aussi être, je dirais un peu des fois, les aiguillons. Et ça, je voulais l'illustrer, par exemple, par le problème des mélanges. Aujourd'hui, on est tout à fait conscient du problème des mélanges et on sait que l'homme et l'animal sont exposés à une myriade de contaminants, et ce qui fait que ça a fait donner même un nouveau champ de recherche et un nouveau concept qu'on nomme l'exposome. Donc aujourd'hui, l'effet des mélanges, c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui commence à être pris en compte dans l'évaluation du risque pour l'alimentation animale et humaine. Et je vais garder les exemples que je connais bien sur les toxines de champignons. Et en gardant l'exemple de la zéaralénone dont on a parlé tout à l'heure et qui a un effet estrogénique. En fait, les avancées dans le domaine analytique ont fait que, en plus des toxines, je dirais classiques ou natives, aujourd'hui, on détecte beaucoup de nouvelles formes grâce aux avancées analytiques. Et ça s'appelle des mycotoxines masquées ou modifiées. Et en fait, ces modifications, elles peuvent être très différentes. On a des modifications biologiques, des modifications chimiques ou des modifications dues à l'association à une matrice. Mais bref, par exemple, quand on prend la zéaralénone, dont je vous ai déjà parlé, si on regarde toutes les formes modifiées, ça en fait toute une kyrielle qui sont indiquées ici. Et donc, le problème était de savoir quelle est leur toxicité, et on sait qu'elles sont présentes en mélange parce qu'une toxine va être modifiée par son environnement. Et en fait, une étude de la littérature avait utilisé quelques-unes de ces toxines modifiées et montré qu'elles avaient des formes estrogéniques différentes. Donc, ce qui a permis, en fait, si on prend la zéaralénone avec une dose estrogénique équivalente à 1, si on met tous les autres métabolites dont je vous ai montré qui sont indiqués là, eh bien, on peut faire, il y en a certains qui auront 0,2, un facteur 0,2, et d'autres un facteur 60. Et donc, ça a permis à l'évaluation du risque de déterminer des facteurs d'équivalent toxique pour la toxicité de ces mélanges. Donc, aujourd'hui, en fait, si on regarde la toxicité des mélanges, qu'est-ce qu'il en est? Ben, pour plusieurs familles de contaminants, l'évaluation prend en compte ces mélanges et avec éventuellement, comme je viens de vous le montrer, des facteurs d'équivalent toxique. Alors bon, il y a des cas aussi où la valeur d'équivalent toxique c'est 1, donc on considère que tous les composés ont la même toxicité. Et grâce à ça, on peut déterminer une dose journalière, non plus pour un composé, mais pour toute une famille, en prenant ce facteur d'équivalent toxique. Mais là, on garde toujours comme présupposé qu'on a un effet additif.
Donc, si on prend effectivement, comme je viens de le dire, en compte les mélanges, mais avec un effet additif. Donc maintenant, la question qui se pose, et en particulier au vu des résultats de la recherche, c'est de prendre aussi en compte les effets synergiques et les effets antagonistes qui sont pour l'instant pas pris en compte. Mais bon, c'est pas si facile parce qu'il y a une infinité de combinaisons qui sont possibles. Et en plus de ça, je ne vais pas m'étendre dessus, mais nous, par exemple, dans notre laboratoire, on a montré que le type d'interaction entre deux composés, il n'est pas figé. Il va dépendre du ratio entre ces composés, mais il va aussi dépendre à ratio constant de la dose. Donc, en fait, si on prend tout ça en compte, c'est un peu une boîte de Pandore. Et comment on va pouvoir prendre en compte tous ces cas pour tenir compte des effets synergiques et des effets antagonistes. Ça montre aussi que, et on va y revenir un petit peu après, et je pense que Dominique y verra et Georges reviendront dessus, c'est qu'il faut forcément arriver maintenant à utiliser les données in vitro dans l'évaluation du risque pour prendre en compte toutes ces situations. Donc, j'ai montré d'abord que la recherche était utilisée dans l'évaluation du risque, que la recherche, ça pouvait être un aiguillon dans l'évaluation du risque, mais la recherche, c'est aussi de nombreux travaux in vitro qui sont en particulier utilisés pour déterminer les mécanismes d'action. Mais là, comme on l'a vu, comme je vous l'ai montré dans les premiers exemples, l'évaluation aujourd'hui, elle est principalement basée sur les données in vivo. Donc, la question vraiment est comment intégrer les données in vitro dans l'évaluation du risque. Et pour ça, l'un des gros challenges est comment on va faire correspondre une dose in vitro et une dose in vivo. Je pense que Dominique montrera un exemple dans sa conclusion, mais c'est un vrai challenge. Et l'autre challenge, c'est comment prendre en compte le dialogue interorgane. Parce que quand on fait une manip in vitro, on met un type cellulaire. Bon, si on fait des choses qui sont très élaborées, on va mettre 3 ou 4 types cellulaires, mais ça va rarement au-delà, alors qu'on sait très bien que notre organisme, c'est plus de 4 types cellulaires. Donc, comment pouvoir utiliser ça dans le dialogue interorgane? Et en fait, aujourd'hui, une des voies de recherche, c'est l'utilisation des ce qu'on appelle des AOP, donc pour Adverse Outcome Pathway. C'est en fait prendre en considération toute la séquence d'événements, à la fois cellulaires et moléculaires, qui sont nécessaires pour produire un effet toxique. Et donc, on va, comme illustré ici, de la molécule au récepteur, à l'activation de certains gènes, à l'altération de voies de signalisation, à l'altération de l'homéostasie tissulaire, et enfin à un effet. Donc l'idée, c'est plus on va pouvoir décrire ces AOP, plus on pourra, en utilisant finalement des données in vitro, arriver à des conséquences qui vont être obtenues sur l'in vivo. Donc, ce que je viens de dire, les données, les travaux in vitro, c'est les mécanismes d'action, mais il y a de plus en plus d'approches haut débit qui sont utilisées aujourd'hui dans les laboratoires. Et le problème aussi est comment intégrer ces effets, ces analyses haut débit. Par exemple, comment intégrer les analyses transcriptomiques. Ça pose un peu la question de qu'est-ce qu'un effet adverse? Est-ce que quand un gène bouge, et on va facilement trouver un gène qui bouge, et quand on prend ces analyses haut débit, il faudra aussi veiller à ce que vient de dire Philippe avec la multiplication d'effets, et on aura forcément un effet sur un des gènes si on cherche. Mais qu'est-ce que, si un gène bouge, est-ce que c'est un effet adverse? Et pour savoir dans quelle mesure il faut le prendre en compte ou non. Et on peut aussi, pour ces approches de débit, utiliser les AOP. Donc, en conclusion, je voudrais dire que les travaux de recherche peuvent être à la base de l'évaluation du risque. En particulier, c'est le cas pour les contaminants naturels, mais que la recherche et l'évaluation ont des objectifs différents et ont, comme Philippe aussi l'a souligné, des méthodologies différentes.
et qu'il y a de nombreux challenges qui sont encore à relever pour rapprocher la recherche et l'évaluation. Pour moi, bon, je vous ai illustré la problématique des mélanges. Il y a la problématique des données in vitro, la problématique des données omiques, mais il y en a encore d'autres. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Isabelle, merci Isabelle. Donc affaire de spécialiste tout ça, et je vous remercie, je te remercie effectivement d'avoir insisté sur ces problématiques que je maîtrisais mal, la problématique des mélanges, la problématique de l'introduction des travaux in vitro dans ces recherches, des travaux de recherche. Donc c'était très intéressant et nous avons deux questions directes à te poser, puisqu'on a un peu de temps. Il y en a une qui émane de Christophe Pignot. Je te la lis parce que c'est très technique. Lorsque les recherches conduisent à une baisse forte de la DJT d'un produit, y a-t-il, avant décision, des échanges avec les entreprises porteuses du produit pour évaluer le maintien de leur efficacité à faible dose? Selon quelles règles se déroulent ces échanges? Est-ce que tu peux répondre à cette première question? Merci. Alors, je pense que, bon, peut-être que Dominique pourra intervenir. Je pense que Georges aurait été la meilleure personne. Globalement, pas forcément, parce que je veux dire, le but des agences non plus, c'est pas forcément de faire plaisir aux pétitionnaires, mais maintenant, ce qui est de plus en plus fait pour les agences, c'est que avant de déposer avant que l'avis final soit publié, l'avis est en consultation publique. Donc, à ce niveau-là, toutes les personnes peuvent poser des questions. Réagir, oui. En général, on répond et on décide, voilà. Dans le cas que j'ai montré sur les produits naturels, le problème vient, et pourquoi l'effet, la diminution a été aussi drastique, c'est que le problème, c'est que pour les contaminants naturels, il y a peu d'études, alors je parlerai un peu vulgairement, mais quand même bien ficelées, qui sont disponibles. Et c'est la grande difficulté, parce que, ben, comme l'a dit Philippe, le but d'un chercheur ne va pas être forcément de reproduire quelque chose, de faire une étude avec 20 animaux par lot et des doses plus rapprochées, alors que quelqu'un avait fait une étude avec 5 animaux par lot et des doses plus éloignées. Donc, c'est pour ça, et c'est pour ça que c'est pour ces produits-là qu'on peut avoir vraiment, d'une évaluation à l'autre, des grandes révisions. Ici, je vous ai montré une diminution, mais des fois, ça peut être dans l'autre sens. On peut augmenter la DJT parce qu'on s'est aperçu que c'était pas que l'étude qu'on avait prise n'était pas la meilleure étude. Merci Isabelle. J'ai une deuxième question de Michel Dron. L'ami Michel Dron pour Isabelle. Très bien les AOP, mais on le voit bien déjà avec le SARS-CoV-2. Connaître toutes les étapes et savoir y agir efficacement et spécifiquement, ce n'est pas coton. Point d'interrogation. Donc, en théorie et dans l'absolu, les AOP, c'est super, mais dans la réalité, même avec les génomes, les omiques, pas facile. Donc, je te remarque une question et je te donne une troisième question de Dominique Job. Comment évaluer et interpréter les effets à très long terme? Est-ce que tu peux répondre à ces deux questions? Pour la première question, je suis tout à fait d'accord sur les AOP. Je pense que les AOP, c'est quelque chose de très joli. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul, on n'a pas de recul suffisant. Bon, maintenant, je pense qu'il faudra en passer par là parce qu'on ne va pas pouvoir évaluer tous les produits, tous les composés, toutes les familles que par des études in vivo. Il va falloir forcément intégrer de l'in vitro. Et d'autant plus, bon, on connaît tous les problèmes de l'expérimentation animale, on ne va pas pouvoir faire que par les produits. Donc, maintenant, comment y aller? C'est pas facile. Les AOP, c'est un début, mais c'est pas évident. Alors là, pour la dernière question, comment évaluer les effets à très très long terme? Ben, là, c'est compliqué, voilà, parce que dans les études réglementaires, bon, ben, il faut au moins des 90 jours, il y a des études 2 ans, mais est-ce que des études 2 ans, c'est vraiment, ça mine vraiment la vie totale? Peut-être que Dominique, tu peux répondre à cette question, je te vois qui hoche la tête. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Souvent, le grand public croit qu'on n'évalue pas les effets à long terme. On considère que la durée de vie d'un rat est entre 2 ans et demi et 3 ans et demi, mais à partir de 2 ans, c'est un vieillard. C'est la raison pour laquelle les études
où l'on recherche les effets à long terme, réglementaires obligatoires, dure 2 ans parce qu'après, il y a un risque de modification des paramètres du métabolisme, etc. Et pour tous les produits soumis à réglementation, pour lesquels une DGA va être fixée, les études à long terme, ou chroniques, on emploie les 2 termes, sont obligatoires pour déterminer une dose journalière acceptable. Pour les contaminants, c'est rarissime, vraiment rarissime d'en avoir, parce que c'est des études qui coûtent entre 1 et 2 millions d'euros, et dans la mesure où personne ne fera de bénéfice sur un contaminant, personne ne va aller faire ce type d'études. Donc c'est vraiment les contaminants qui sont les plus dangereux parce que moins bien évalués. Tu es d'accord, Isabelle? Ok. Il y a une autre question qui arrive, on va regarder ça pour la suite. Donc je propose effectivement qu'on passe à l'intervenant suivant qui est Georges Casse, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais je crois qu'il y a une vidéo. Donc Georges Casse est membre associé de la section 8, c'est un citoyen britannique et qui est titulaire d'une licence en biochimie, un doctorat en toxicologie. Il a surtout travaillé effectivement en Grande-Bretagne, mais aussi en Suède et en Finlande. Il est en ce moment et depuis maintenant de nombreuses années senior scientist et lead expert à l'EFSA de Parme, biologiste et biochimiste toxicologique dans ses travaux. Donc il est chargé de nous parler des risques émergents et je pense que le plus simple c'est de l'écouter avec sa vidéo. Je passe la parole à Georges Casse. Bonjour à tous, je suis Georges Casse et je travaille pour l'Autorité européenne de la sécurité des aliments en Europe, à Parme. Et tout d'abord, je vais m'excuser de ne pas pouvoir faire cette présentation en live, mais qu'elle a été enregistrée. Le sujet de ma présentation est l'intégration des travaux de recherche dans l'évaluation des risques posés par les substances chimiques dans le cadre de l'Autorité européenne de sécurité des aliments en Europe, de ce qu'on appelle EFSA. Je dois préciser que les vues exprimées dans cette présentation sont celles de l'auteur, donc moi, et ne représentent pas nécessairement celles de l'EFSA. Pour cette présentation, je veux d'abord faire une brève présentation de l'EFSA, puis parler des données scientifiques pour l'évaluation du risque. De là, parler un peu des aspects de qualité des études et comment l'évaluer. Puis, parler des travaux de recherche et comment ces travaux peuvent être intégrés dans l'évaluation du risque. Et à la fin, dire quelques mots sur ce qui se présente à l'horizon des nouvelles développements pour l'évaluation du risque, dont en particulier je veux parler des NAM et des AOP. Donc à propos de l'EFSA, l'EFSA est une des agences décentralisées en Europe. Elle est basée en Italie, tandis que d'autres agences qui s'occupent des médicaments comme EMA, ECHA, qui s'occupe des produits chimiques, et CDC qui s'occupe des infections, des maladies infectieuses. Ce sont des agences qui s'occupent principalement de la santé humaine et aussi de l'environnement. Donc, le siège de l'EFSA est à Parme, en Italie. Et le rôle de l'EFSA est d'être un organisme de référence pour l'évaluation des risques liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux dans l'Union européenne. Son travail couvre toute la chaîne alimentaire, mais ce n'est pas le seul organisme qui joue ce rôle. Il y a d'autres organismes qui sont responsables de la sécurité alimentaire en Europe, les agences nationales. Ce qu'on fait, c'est on fournit des avis scientifiques indépendants aux gestionnaires des risques et aux décideurs politiques de l'Union européenne en matière de sécurité des aliments. On fournit aussi une communication indépendante et opportune sur le risque et on favorise la coopération scientifique. Ce que l'EFSA ne fait pas,
c'est d'élaborer des politiques ou la législation sur la sécurité alimentaire, ne fait pas non plus l'adoption des règlements ou d'autoriser la commercialisation de nouveaux produits. Et l'EFSA n'applique pas non plus la législation sur la sécurité alimentaire. Cette diapo vous donne une idée des différents domaines dans lesquels EFSA est active. Donc, on s'occupe de la santé des plantes, on s'occupe de la protection des plantes, des OGM, la nourriture pour animaux, la santé et bien-être des animaux, les dangers biologiques, les contaminants chimiques, les additifs alimentaires, les emballages et aussi la nutrition. Et dans beaucoup de ces domaines, l'évaluation du risque des produits chimiques est très importante et joue un rôle principal. Donc, pour faire l'évaluation des effets potentiels des produits chimiques sur la santé humaine, il y a un certain nombre d'informations, de types d'informations dont on a besoin pour faire ce travail. On doit savoir, par exemple, comment le produit chimique se comporte dans le corps. On doit savoir si ce produit chimique a un effet négatif, néfaste sur l'information génétique, s'il a des effets sur le fonctionnement des organes, ou s'il a un effet sur la reproduction ou le développement. Et enfin, il faut aussi savoir si cette substance chimique peut engendre le cancer. Donc, le type de réponse dont on a besoin pour faire notre évaluation, c'est au fait, ce sont deux types de réponses. Le premier type de réponse est sur l'information génétique. Donc, est-ce que la substance peut engendrer des cancers ou des maladies génétiques en ayant un effet sur l'information génétique? Et là, naturellement, dans l'Union européenne, il y a l'intervention du gestionnaire du risque, parce qu'une substance qui est génotoxique ne peut pas être admise sur le marché. Et si cette substance qui est génotoxique, comme par exemple des contaminants qui n'est pas mis sur le marché sous façon de contrôler, mais peut se trouver dans les denrées alimentaires, il faut que le gestionnaire du risque prenne des mesures de précaution pour diminuer et minimiser l'exposition du consommateur à ces produits génotoxiques. D'un autre côté, on a besoin d'informations sur les effets toxiques sur les organes et le développement de cette substance. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier pour ces substances un seuil où il y a une réponse. Donc, ce seuil de réponse qui est souvent défini en forme de NOAEL, No Observed Adverse Effect Level, ou la BMDL, Benchmark Dose Lower Level. Ce seuil, utilisant aussi des facteurs d'incertitude, parce que les études sont faites sur des animaux, il faut tenir de l'extrapolation de l'animal sur l'être humain et aussi la variabilité humaine. Donc, il faut avoir des facteurs d'incertitude pour spécifier des DGA ou d'autres valeurs maximales recommandées établies aux fins de la protection de la santé. Donc, pour avoir ce type d'information, il faut avoir des études qui sont faites sur des animaux en général. Et ces études doivent être faites de façon rigoureuse, transparente et sous conditions constantes et reproductibles. Et pour avoir ce type d'études ayant ces conditions, il faut avoir on se base sur des lignes directrices. Des lignes directrices qui ont été élaborées par l'OCDE pour les essais de produits chimiques. Non seulement il faut que ces études aient suivi les lignes directrices, mais aussi l'étude doit avoir suivi les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, donc les principes BPL.
Et un aspect important des travaux de l'OCDE, donc ayant fait des lignes directrices pour les études, mais aussi les pratiques BPL, et que les études qui sont faites suivant ces lignes, qu'elles soient acceptées par tous les pays qui sont membres de l'OCDE. Donc, c'est l'acceptation mutuelle des données AMD de l'OCDE. L'EFSA, quand on fait notre évaluation du risque, et j'ai précisé l'importance d'avoir des études qui ont suivi ces lignes, nous, quand même, on doit prendre en compte toutes les données qui nous sont fournies sur l'évaluation, pour faire l'évaluation du risque. Donc, des données qui nous sont fournies par les producteurs, mais aussi les données qu'on trouve dans la littérature. Donc, vous voyez dans ce diapo, pour faire notre évaluation du risque, on prend en compte non seulement les études OCDE, mais aussi les travaux de recherche et aussi toute autre source d'informations qui pourraient être utiles pour faire l'évaluation du risque. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer les travaux de recherche dans ces évaluations? D'abord, il faut avoir un contrôle de la qualité. La qualité est extrêmement importante pour juger la valeur des études. Et déjà, à l'EFSA, on a développé des rapports, on a développé des procédures pour analyser les différentes façons de contrôler la qualité. Et on a aussi une procédure pour développer des protocoles pour voir le chemin, comment on doit faire l'évaluation du risque pour une nouvelle substance ou une substance qui doit être réévaluée. Ce que je vous montre ici, c'est le protocole qui a été produit pour l'identification des dangers et la caractérisation des dangers des édulcorants. Il y a différentes façons pour contrôler la qualité qui ont été développées. La première façon que je veux présenter, c'est le score Climich. Donc, le score Climich, c'est une échelle de classification connue sous le nom d'échelle Climich, qui a été proposée en 1997 par BASF. Et elle attribue aux études un score de 1 à 4 décrivant les études comme donnant des données fiables ou des données non fiables, d'après certains critères. C'est une méthode qui est recommandée dans le cadre du règlement REACH, donc les travaux qui sont faits par ECHA, mais l'EFSA ne recommande pas cette approche, ne recommande pas l'approche Climich parce qu'elle favorise les études qui sont conformes au BPL, mais ce qui a un impact négatif sur les travaux de recherche qui souvent ne sont pas faits selon les approches standards BPL et les approches standards pour les lignes directrices de l'OCDE. Une autre approche pour contrôler la qualité ou analyser la qualité, et c'est une approche qui est en train d'étudier à l'EFSA. Donc, elle n'est pas encore recommandée, mais c'est une approche qu'on a déjà analysée, qu'on est en train d'analyser. Donc, c'est une approche qui s'appelle SHIRAP. SHIRAP est une plateforme conçue pour faciliter l'utilisation des travaux de recherche dans l'évaluation réglementaire des produits chimiques. La plateforme a été développée par deux groupes, deux groupes en Suède, à Stockholm, un groupe à l'Université de Suède de Stockholm et un groupe du Karolinska. Et l'intention de cette plateforme est de faire le pont entre la recherche universitaire et la réglementation des produits chimiques, l'évaluation des produits chimiques. Et
sur cette plateforme, on regarde les aspects de qualité, les aspects de méthodologie, la qualité de la méthodologie et la relevance des résultats. Et on donne un score qui aide à contrôler la qualité. Maintenant, je vais passer à certains problèmes qu'on rencontre avec des études de recherche, des travaux de recherche, et aussi des solutions qu'on trouve avec les études de recherche, les travaux de recherche. Un problème qu'on trouve très souvent, c'est l'insuffisance d'informations nécessaires à l'évaluation. Parce que dans les publications, et c'est un peu le problème du format des journaux scientifiques, les chercheurs ne sont pas encouragés à publier les données brutes. Donc, si on ne trouve pas les données brutes, il est souvent difficile à évaluer les études. On peut aussi naturellement essayer à avoir accès aux données brutes en contactant les auteurs, mais ça s'est révélé souvent très difficile à avoir une réponse des scientifiques. Un autre problème qu'on retrouve dans les travaux faits à l'EFSA, c'est que parfois les études qui sont non conformes aux lignes directrices de l'OCDE et aux principes BPL ont un certain risque. Il y a un risque de puissance statistique qui devient faible parce qu'ils ne suivent pas les recommandations. Et parfois, il y a aussi des facteurs externes qui peuvent influencer les résultats des études ou de l'étude. Et pour exemple, je mets ici une étude qui a été discutée au sein de l'EFSA, qu'on a fait la réévaluation de l'édulcorant aspartame. Donc, cette étude qui démontrait une augmentation des cancers, surtout des lymphomes et des leucémies dans les poumons et les ganglions. Cette étude, naturellement, dans le cadre de la réévaluation de l'aspartame, a été soumise à nos études, nos évaluations, et on a découvert que les lymphomes et les leucémies pulmonaires étaient en conséquence des pneumopathies dans les colonies de rats. En fait, il y a eu des documents qui ont démontré que les animaux souffraient d'infections pulmonaires à cause de Mycoplasma pulmonis. Il y a aussi eu une réévaluation d'un certain nombre d'études de ce laboratoire par les pathologistes du US National Toxicology Programme. Et cette réévaluation a démontré que les lésions inflammatoires qu'on a vues dans les poumons sont causées par les infections respiratoires et qui avaient été interprétées à tort comme des lymphomes. Donc, l'EFSA, dans leur évaluation, a considéré que les lymphomes et leucémies devaient être exclus de l'analyse du risque pour l'aspartame. Maintenant, je vais pencher un peu sur les travaux de recherche plus mécanistiques. Et j'ai deux exemples ici que je vais vous présenter. Donc d'abord, un premier exemple, la toxine T2, qui est une mycotoxine qu'on trouve dans les céréales, qui a été démontré qu'elle causait chez l'homme des hallucines toxiques alimentaires, des décès de septémie et des hémorragies. Des études sur le chat ont démontré qu'il y avait une diminution importante du nombre de globules blancs et des plaquettes. Et les études in vitro ont démontré, et ces études in vitro ont été faites sur des cellules de rats, de souris et des cellules humaines, ont démontré la raison mécanistique pour cette pathologie. Donc, la cible de la toxine T2 était les progéniteurs hématopoïétiques des globules blancs et plaquettes, stimulant l'apoptose de ces cellules.
Ces études ont aussi démontré, ils ont montré qu'une dose sans effet, mais au fait, ce n'est pas une dose sans effet, c'est une concentration sans effet qui, en in vitro, est une concentration entre 0,1 et 2,2 nanomolaires. Le problème ou la contribution de ce type d'étude à l'évaluation du risque posée par T2 est que le gestionnaire du risque a besoin de valeurs maximales recommandées aux fins de la protection de la santé. Donc, ils ont besoin d'une dose, de valeurs en milligrammes par kilogramme de poids corporel pour dériver une dose journalière tolérable et d'aller d'une concentration en nanomolaire dans in vitro, dans un système in vitro, à une dose en milligrammes par kilogramme poids corporel par jour, reste très difficile. Et en fait, ces données étaient données in vitro, bien qu'importantes pour comprendre les mécanismes, n'ont pas été inutilisables pour l'évaluation du risque. Un autre exemple que je voulais présenter, c'est les substances cancérigènes non génotoxiques. Alors, il s'agit d'un groupe de substances qui causent dans les rongeurs des carcinomes hépatocellulaires. Et deux mécanismes différents ont été identifiés grâce à la recherche mécanistique. Il y a un premier mécanisme où les substances font une activation ciblée de récepteurs nucléaires qui causent une prolifération cellulaire chronique dans le foie chez le rongeur. Un autre mécanisme est un cycle engendré par cette substance et un cycle de cytotoxicité et de réparation cellulaire. Donc, la substance fait une cytotoxicité, donc tue un certain nombre de cellules dans le foie. Une réponse du foie est pour réparer ce qui a été, les dommages qui ont été faits. Donc, il y a une prolifération qui est augmentée, qui est activée par cette substance en réponse de la toxicité qui a été faite. Et c'est cette prolifération chronique chez les rongeurs qui est responsable pour les carcinomes hépatocellulaires. Et l'importance et la contribution de ce type de travaux de recherche nous montre que si on a un mécanisme, le premier mécanisme ou des récepteurs, activation de récepteurs nucléaires, et en particulier, je parle ici des récepteurs CAR, PXR, donc qu'on connaît très bien, et on connaît que cette réponse de prolifération par activation de ces récepteurs n'est pas observée chez l'homme. Donc, c'est un phénomène qui est plus ou moins unique chez le rongeur. Et en ce moment, il y a un nombre d'efforts internationaux, surtout au niveau de l'OCDE, pour l'évaluation des risques de ce type ce groupe de substances pour avoir une approche pour faire l'évaluation des risques pour l'homme quand une substance cause des carcinomes hépatocellulaires par activation de récepteurs nucléaires. Le deuxième mécanisme, où on a des cycles de cytotoxicité et de réparation cellulaire, là, les recherches ont montré que c'est une réponse qui est observée aussi bien chez les rongeurs que chez l'homme. Donc, le risque est considéré important chez l'homme, mais ce que ce type de recherche a aussi démontré, c'est qu'il y a un seuil pour ce type de réponse. Donc, une DGA ou autre valeur maximale recommandée peut être possible. Maintenant, je vais me pencher un peu, pour terminer ma présentation, sur ce qu'il y a à l'horizon et qu'est-ce qu'on va voir dans les années qui vont venir. D'abord, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les NAMs, donc ce que les Anglais appellent les New Approach Methodologies, qui sont là, qui sont en train d'être développés pour remplacer les études in vivo sur animaux, mais à but réglementaire. On sait déjà que
les études sur animaux sont interdites pour l'évaluation des cosmétiques. Donc, on a déjà un précédent où il faut changer des études in vivo sur animaux pour les remplacer par d'autres approches. Donc, les systèmes NAM peuvent être des modèles in vitro, ça peuvent être des modèles in silico, et en ce moment, il y a aussi beaucoup d'initiatives européennes et internationales qui s'occupent de cette problématique pour développer des NAM qui peuvent être utilisés à fin réglementaire. Donc, il y a le projet EU Tox Risk en Europe, il y a le projet ou le partenariat PARC qui est mené par ANSES, qui est en train d'être développé. Chez les Américains, on a Tox 21, on a ToxCast. Et c'est dans ce cadre-là, il y a un rôle très important des travaux de recherche pour le futur des méthodologies pour l'évaluation des risques. Mais il reste des défis. Les défis qui sont que les études doivent être faites de façon rigoureuse, transparente et sous conditions constantes et reproductibles. Et il reste aussi le problème de l'extrapolation in vitro, un système, avoir une information in vivo qu'on peut utiliser pour l'évaluation des risques. Et ma dernière diapo, c'est pour présenter un autre concept ou deux concepts qui sont qui ont été développés pour aider à l'évaluation du risque. Ce sont les AOP et l'AMOA. Donc, AOP, c'est Adverse Outcome Pathways, et AMOA, c'est le mode d'action. Ce sont des principes mécanistiques de la toxicologie qui sont utilisés pour prédire la toxicité et surtout pour identifier des réponses clés qui sont responsables pour les pathologies. Et l'objectif des AOP, des AMOA, c'est l'application dans l'évaluation du risque en utilisant des méthodologies NAM. Et avec ceci, je conclus ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Bien, on va remercier Georges Cast à distance, là, qui a pris le soin d'enregistrer cette présentation très, très détaillée, argumentée sur l'EFSA, un organisme important. J'ai déjà deux questions qui m'ont été posées par Guy Waxman. Donc, il y en a une pour Philippe. J'ai découvert un exemple, moi aussi d'ailleurs, extraordinaire du chercheur astrologue dans la publication de Jean-François Proust, il y a une dizaine d'années. Et je ne vois toujours pas comment convaincre la presse et les médias, les responsables administratifs ou politiques de la justesse de ton point de vue. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Tu dois peut-être répondu directement, mais c'est intéressant qu'on t'entende, Philippe. Je te passe la parole. Oui, malheureusement, cette question des faux positifs générés par les statistiques classiques, c'est un grand classique des cours de statistiques qui manifestement se perd beaucoup après dans la pratique. Et c'est vrai que bon, je l'ai évoqué dans le cas de la publication de l'INSERM que je citais. Pourtant, il existe des tests statistiques qui permettent de vérifier quelle est la proportion, quelle est la probabilité que des résultats obtenus dans des expérimentations complexes soient réellement significatifs. Et je trouve que c'est très dommage qu'ils ne soient pas pratiqués plus souvent dans la recherche. Et je pense que ça pourrait être une des voies de progrès qui aurait pu être suggérée par le rapport OPEX, on y reviendra tout à l'heure, pour traiter un peu cette question, c'est faire en sorte que les tests, comme le test FDR que j'ai cité ou le test de Bonferroni soient plus souvent demandés pour des expérimentations qui peuvent avoir un intérêt en termes d'évaluation des risques. Maintenant, voilà, espérons que c'est un des sujets qui pourra évoluer justement dans la lignée de ce rapport. Je pense que Jean-Yves Ledio peut peut-être nous en dire un petit mot aussi. Merci Philippe. Il y avait une deuxième question de Guy qui était à Dominique, qui a dû lui répondre directement, mais là aussi, ça peut intéresser l'ensemble de l'assistance. Peut-être une question idiote de la part de Guy Waxman. Il me semble que la FDA est moins critiquée aux USA que nos agences. Je demande si la FDA est plus puissante, entre guillemets plus crédible, à point d'interrogation aux USA, que nos agences européennes, nationales et EFSA. Dominique, est-ce que tu as un avis là-dessus? Ce qu'il faut savoir, c'est que la FDA fonctionne totalement différemment de la façon dont fonctionnent nos agences ici. En Europe, en France,
l'industriel prépare son dossier de façon totalement indépendante des agences d'évaluation qui refusent totalement de se mêler de ce qu'il y a, de ce dossier qui est en cours d'élaboration. Il y a des guidelines, il y a des guidance à la disposition des industriels, mais en aucun cas les agences ne se mêlent de ça. Le dossier arrive aux agences d'évaluation qui en évaluent, comme Georges Casse vous l'a expliqué, la qualité des études. La FDA, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires, je ne sais pas s'ils sont fonctionnaires à la FDA, on fait rien. Genre, en fait, il y a des fonctionnaires de la FDA qui vont aider les industriels à préparer leur dossier, tant sur le médicament que sur l'alimentaire. Donc, c'est un fonctionnement différent qui peut-être aboutit à cette absence de critique. Je n'ai pas d'autres arguments, mais c'est vrai que c'est très différent comme mode de fonctionnement. Donc, quand un dossier arrive à la FDA, il est presque approuvé puisque déjà le fonctionnaire a aidé à monter le dossier ou les fonctionnaires ont aidé à monter le dossier. Et est-ce que, Jacques, on pourra revenir sur les AOP parce que je crois que c'est un sujet de discussion qui est important. Je t'en prie, non, mais continue, parce qu'il y avait Michel Tron. Vas-y à toi. Oui. Alors, je l'avais mis comme première slide de mon topo, donc je vais peut-être le mettre là, justement, parce que je pensais qu'il fallait qu'on revienne dessus. Je ne savais pas si Isabelle, je ne sais pas si je peux vous le mettre là. Tu mets diaporama. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Alors, si on regarde l'adverse outcome pathway, on voit que l'on part de données en tox moléculaire, puis en tox cellulaire, puis en tox d'organes, puis sur l'organisme, et puis pour arriver finalement à la pathologie. Alors moi, j'ai suivi une formation à l'EFSA sur l'adverse outcome pathway, et je trouve... je me demande franchement à quoi ça sert. Je trouve, Isabelle, tu es extrêmement optimiste parce que on a de toute façon besoin dans la partie la plus à droite, c'est-à-dire la réponse de l'organisme, et puis là, on a besoin d'études in vivo, et puis ensuite la pathologie entraînée chez l'homme, par exemple, et là, il faut connaître la pathologie. Et moi, l'impression que ça me donne, je vais être un peu brutale, mais bon, tout le monde me connaît, donc c'est normal. Pour moi, ça me donne l'impression que les chercheurs en tox moléculaire ou tox cellulaire, dont j'ai fait partie, essayent de faire rentrer avec un chausse-pied leurs données dans l'évaluation du risque. Mais si, de toute façon, on doit aboutir sur des données in vivo, pourquoi imposer toutes ces autres données avant? Est-ce vraiment utile? Alors, Georges n'est pas là pour répondre. Je sais que j'en ai discuté plusieurs fois avec lui. Alors, c'est très séduisant intellectuellement de connaître le mécanisme moléculaire qui va aboutir à la pathologie, mais franchement, est-ce utile? Isabelle, est-ce que tu as une réponse? Parce que tu as une question directe à Isabelle, je t'en prie. Moi, je suis peut-être un peu plus optimiste que Dominique. Moi, ce que je pense, c'est que si on arrive… Le problème qu'on va avoir aujourd'hui, c'est qu'il va falloir évaluer un nombre trop important de substances. Oui. Donc, si on peut avoir… Alors, est-ce que c'est par les AOP? Est-ce que c'est par… en similitude de mode d'action, on peut imaginer qu'on aura une similitude d'effet. Et je pense que c'est comme ça… un petit peu, alors, est-ce que c'est dans un cadre d'AOP, mais c'est exactement, Dominique, comme j'ai montré dans l'exemple pour la zéaralénone. On connaissait quelques substances et on a extrapolé pour d'autres substances pour avoir un équivalent toxique pour tout le monde. Et je pense que c'est un petit peu dans cet esprit qu'on a les AOP, parce que même si je suis foncièrement d'accord avec toi, Dominique, que l'in vivo reste quand même la clé, on ne pourra jamais tester tout in vivo. Donc, il faudra forcément trouver des façons de faire un screening ou de faire un équivalent pour des molécules qui sont plus ou moins apparentées.
parce qu'on ne pourra jamais y arriver. Tout à fait d'accord sur l'utilisation du in vitro pour screener les effets de molécules apparentées. Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec la zeralénone quand on a fait ces équivalents toxiques. Mais là, vouloir absolument identifier toute la boîte des événements, et dans la formation que moi j'ai suivie, il fallait qu'on identifie chaque fois l'événement clé pour passer à la réponse suivante, etc. etc. Alors, à l'époque, c'était il y a 4-5 ans, il y avait 5 adverse outcome pathway qui avaient été identifiés, c'est tout. C'est-à-dire que c'est quand même très, très compliqué. Mais l'utilisation du in vitro dans le cadre de molécules de la même famille pour voir si les effets sont plus ou moins importants, alors là, j'adhère complètement. Complètement. Tu as eu tout à fait raison. Gérard, tu veux ajouter quelque chose, Gérard Pascal? Oui, moi, c'est un vieux débat, enfin, pas sur l'adverse outcome pathway, mais d'une part, l'utilisation des données moléculaires, génomiques et moléculaires, c'est un débat que j'ai connu pas sous la même forme, mais il y a 30 ans, où les biologistes moléculaires voulaient absolument s'introduire et s'imposer dans les méthodes d'évaluation de risque. Donc, bon, je pense qu'il faut, enfin, c'est important, cette nouvelle approche, si aucun des participants, des acteurs ne veut imposer sa vision. Il faut être pragmatique sur des exemples extrêmement précis, voir un peu comment les choses peuvent évoluer, comment on peut ajouter à l'approche classique des éléments qui permettent d'être plus rapides et plus précis. Alors, pour être plus rapide et plus précis, et pour répondre au nombre croissant de substances à évaluer, il y a eu quand même l'exemple des composés aromatiques, des arômes, pour lesquels, justement, aussi bien au niveau européen, mais ça a commencé au niveau du GECFA, une méthodologie a été mise en place pour justement prendre en compte les effets qu'on peut attribuer à une famille chimique de composés. Et donc, ça a permis d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite. On était coincé justement parce que quand on arrivait à faire évaluer 400 substances en 5 ans, on était très content, alors qu'il y en avait des milliers à évaluer. Et donc, cette approche par famille a été vraiment extrêmement efficace. Donc, c'est vrai que ces approches par famille chimique sont absolument nécessaires compte tenu du nombre de substances croissantes à évaluer. Merci Gérard. Moi j'ai une question à vous trois parce que je comprends bien que toute la démarche qui est faite avec cette technique de Adverse Outcome Pathway, mais qu'est-ce qui va décider in fine si cette méthode va être utilisée largement ou pas? J'ai bien compris son intérêt et ses réserves aussi qu'a fait Dominique et l'importance d'introduire ce genre de technique pour faire face à la demande, mais qui est-ce qui va in fine décider de tout ça? On n'est pas aux États-Unis. Je pense que c'est les agences qui vont se concerter parce que l'ECA est aussi très impliqué dans cette réflexion. L'ECA, c'est l'agence des produits chimiques qui, elle, a encore plus de molécules à évaluer. Et je pense que ça va être des réflexions menées par les agences, par les experts, des échanges. On réfléchit, moi, ça fait quand même... moi, je vous dis, je crois que j'ai suivi ma formation il y a 4-5 ans et tout le monde était très, très poussé beaucoup là-dessus. Depuis, on n'en entend plus beaucoup parler. Donc, c'est intéressant que Georges nous les ait présentés comme perspective d'avenir. Mais après, je pense que c'est les agences qui sont leaders à ce niveau-là. C'est le passage aux médias, il faut le comprendre. Merci de ces réponses. J'ai encore une question de notre ami Michel Dron. Là. Il revient sur le point proposé par Guy Waxman tout à l'heure sur le point de vue que le monde de la tox est l'un des domaines des sciences les plus soumis à critiques et controverses. Comment faire pour en sortir? Aujourd'hui, vous nous avez montré avec des éléments objectifs comment vous travaillez, dans quel but, mais comment passer cela aux médias et citoyens pour que ce soit mieux accepté que la psychologie latine. Bon, c'est effectivement redondant par rapport à la question de Guy, mais est-ce que vous avez des propositions ou des suggestions? Est-ce que, par exemple, des structures comme notre compagnie pourraient être utiles dans ce genre de débat? C'est le sujet de notre conclusion.
Bon, parfait. Parfait. Ben, je propose, s'il n'y a pas d'autres questions, et puis de toute façon, les questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse, vous savez que les intervenants font des réponses en direct. Donc, je propose de passer aux conclusions qui sera faite en deux parties. Alors, d'abord, c'est l'ami Dominique Paramassin qui va intervenir. On l'a déjà entendu, mais elle est membre titulaire de la section 8. Elle est professeure honoraire des universités en toxicologie alimentaire de la belle université de Brest, que j'aime beaucoup. Elle est aussi présidente d'honneur de la Société française de toxicologie, experte auprès de l'EFSA depuis de nombreuses années. Et donc, elle a déjà dit ce qu'elle allait proposer dans la conclusion. Je crois que c'est important de le faire. Et elle passera la parole tout de suite après par elle. Je rappelle qu'elle est membre du bureau de la Société française de toxicologie et elle a été présidente pendant de nombreuses années. Et puis, elle passera la parole à Jean-Yves Dedéo. Donc, Jean-Yves Dedéo est un professeur des universités honoraires en biochimie et des membres de notre section 6. Mais il a surtout été, pendant 31 ans, député de Meurthe-et-Moselle. Donc, sa fonction d'élu est précieuse dans notre compagnie. Et il a été surtout président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc, à ce titre, il est très intéressant de l'entendre. Donc, je vous propose d'en passer aux conclusions. Dominique pour commencer, ensuite Jean-Yves. Dominique, je te passe la parole. Merci beaucoup, Jacques. Alors, cette séance, à l'origine, c'est Philippe Stock qui en a eu l'idée et qui est venu m'en parler après la sortie du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en 2019 sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences. Et il y a une forte incitation dans ce rapport à utiliser les travaux de recherche en évaluation du risque, et la recommandation 4, c'est développer les méthodes alternatives à l'expérimentation animale pour l'identification des risques, pas des dangers, des risques sanitaires et environnementaux. Alors, ça nous a un petit peu remué, Philippe de son côté, moi de l'autre, et nous avons donc décidé cette séance en aval de la publication de ce rapport. Alors, vous voyez tout de suite le titre, c'est les controverses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien compris, c'est extrêmement difficile d'intégrer les travaux de recherche aux évaluations du risque parce que la plupart du temps, ils sont complètement inadaptés parce qu'en évaluation du risque, on se doit de s'appuyer sur des études réglementaires bien codifiées et qui sont souvent très mal connues du public. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il faudrait que peut-être on communique plus sur ces études. Et le grand public, les ONG, les médias, etc., les politiques, s'étonnent que certains travaux de recherche ne soient pas pris en compte dans les évaluations du risque. D'autre part, il faut tenir compte aussi de la frustration de chercheurs en toxicologie moléculaire ou cellulaire de voir leurs travaux qui ne sont pas pris en compte dans les évaluations avec un S du risque. Et je peux vous dire que j'en ai fait partie et que je comprends quand on a bien travaillé, quand les travaux sont de qualité, on a du mal à comprendre, tant qu'on n'est pas évaluateur du risque, pourquoi ils ne sont pas pris en compte, et Gérard nous l'a très bien dit. Donc, de ces incompréhensions naissent souvent des controverses. Et je citerai quand même un journaliste, paraît-il, scientifique très connu de la grande presse, qui traite la toxicologie in vivo de toxicologie de grand-papa, ce qui, à la suite de tout ce que vous avez entendu, est quand même un peu choquant. Alors, j'ai emprunté ce schéma que j'aime beaucoup à la FIS avec leur autorisation, qui eux-mêmes l'avaient adapté, qui est le parcours, le cycle de l'information scientifique. On part d'un gentil jeune doctorant, chercheur, qui va montrer que il conclut que l'animal que le résultat que chez l'animal A est corrélé avec B, étant donné C en supposant D, sous les conditions de etc. Ça passe dans le service de com de l'université, premier élément de transmission de l'information, puis ça passe dans les agences de presse, et chaque fois, on voit que
ça devient un lien potentiel, puis A à cause B affirme les scientifiques, ça passe par les réseaux Internet, et là, c'est les scientifiques vont à nouveau nous tuer, puis ça passe par la télé où A cause toujours B, que font les autorités, on se le demande vraiment, et puis A devient un poison, et là on arrive à l'Assemblée nationale, et on reviendra dessus avec Jean-Yves, et puis on voit ce pauvre chercheur qui voit sa grand-mère porter un chapeau avec des épingles pour se protéger de A. J'aime beaucoup ce schéma parce que je pense que là, on peut identifier un certain nombre de responsabilités. Alors moi, je plaiderais d'abord, en tant qu'ancien chercheur, pour la liberté des chercheurs de choisir l'objectif de leurs travaux, qui est souvent d'étudier un mode d'action et de choisir leur protocole de recherche. Et souvent, ils utilisent des doses très importantes, mais pour déterminer un mode d'action, c'est indispensable. Et je crois qu'il faut laisser les chercheurs faire les travaux qui leur paraissent nécessaires. Il ne faut en aucun cas transformer les instituts de recherche ou les laboratoires universitaires en organismes qui va diligenter des études réglementaires. Très honnêtement, faire des études réglementaires, ce n'est pas passionnant. Et ce sont des prestataires de services en toxicologie qui font ces études et ça ne relève en aucun cas des instituts de recherche. Alors, d'où vient le problème? Des chercheurs, des agences de communication des instituts de recherche, des médias, des ONG, des politiciens, du grand public. Alors, on va voir deux exemples. Je vais vous donner un exemple. Alors, désolé Jacques, mais ça vient de l'université de Brest où aussi j'étais très, très attachée à un papier qui est sorti dans Toxicology Letters en 2017. C'est quand même une revue cotée en toxicologie. Alors, qu'est-ce qu'ont fait ces chercheurs? Eh bien, la dose qu'ils ont testée est, disent-ils, l'équivalent de la DJT. Alors, la dose journalière tolérable s'est exprimée en milligrammes par kilo de poids corporel par jour. Eux, ils ont considéré qu'un kilo de poids corporel égale 1 litre de milieu de culture. Alors, on transforme le poids corporel avec le corps dans toute sa complexité en un liquide. Et ils ont donc transformé la DJT en 1 litre de milieu de culture. Ils ont pris aussi la LMR, la limite maximale de résidus. Dans les céréales, ils ont considéré qu'un kilo de céréales était équivalent à 1 milieu de culture et ils ont fait la conversion comme ça. Ce que personne n'a jamais osé faire depuis qu'on fait du in vitro en tox, c'est-à-dire depuis les années 80. Et Georges vous a bien dit combien c'était difficile. Et puis, il conclut clairement que leurs résultats montrent qu'il y a des effets à long terme, 14 jours ou 28 jours. Effets à long terme en toxicologie, c'est 2 ans chez l'animal. Il montre donc que le déoxyrivalénone donne à des effets, c'est une mycotoxine aussi, à des effets toxiques à la dose journalière tolérable qu'ils ont bidouillé dans leur conversion et que ces données doivent être prises en compte sur le plan réglementaire. Alors, c'est une aberration. Il y a une incompétence totale des encadrants. Je ne vous ai pas mis le nom du premier auteur parce que c'était une petite doctorante qui, malheureusement, lors de sa soutenante, ça a été extrêmement agressée et ils ont eu raison par les rapporteurs sur ce point-là. Mais il y a une incompétence des encadrants. L'un est phytopathologiste, donc je ne crois pas que ce soit très toxicologue, l'autre, malheureusement, est. Donc là, et puis, il y a un problème de reviewers. Et je pense que les reviewers étaient des biologistes moléculaires, ils n'ont pas regardé comment la dose était calculée. Alors, Dieu merci, il y a une absence d'intérêt total par l'université concernée, donc il n'y a pas eu d'effet d'annonce. Les ONG, les médias, les mycotoxines ne les intéressent pas, ils sont persuadés que les additifs sont beaucoup plus toxiques que les toxines naturelles, donc ils ne s'intéressent pas aux toxines naturelles. Ils s'agacent sur des additifs comme les nitrites, alors qu'on sait tous que les toxines naturelles sont beaucoup plus dangereuses. Ça n'a eu aucune diffusion. Et Dieu merci, il n'y a personne n'est venu dire à l'EFSA qui avait passé 3 à 4 ans à réévaluer le déoxyrivalénone, ça 600 pages l'opinion,
qu'il fallait de nouveau tenir compte de ces travaux-là. Donc là, Dieu merci, pas de diffusion, et voilà. Par contre, si on reprend cet autre exemple d'une publication dont les conclusions sont, c'est Association of Frequency Organic Food Consumption with Cancer Risk. Et alors, la conclusion de l'étude est divers indices soutiennent cette piste. Notre étude ne démontre pas ce lien. Il est important de souligner que celle-ci est observationnelle et que malgré ces premiers résultats importants, il faut être prudent quant à leur interprétation et leur implication. Nous n'avons pas démontré, disent les auteurs, un lien de cause à effet, mais seulement constaté une association entre la consommation d'aliments bio et un risque réduit de cancer. Et au passage, je remercie Pierre Feuillet de m'avoir prêté ces diapositives. Comment ceci est perçu par la presse? Le Figaro annonce « L'alimentation bio réduit sensiblement les risques de cancer ». BFM, c'est prouvé, manger bio réduit de 25% les risques de cancer. Le Point, manger bio réduit le risque de cancer, etc. Alors pour la science, ils sont plus prudents, il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une telle information passe? Eh bien, est-ce dû à une communication mal maîtrisée des instituts de recherche? L'INRA a annoncé moins de cancer chez les consommateurs d'aliments bio. L'INSERM a annoncé moins de cancer chez les consommateurs d'aliments bio. Alors, la directrice de recherche de l'INRA, qui était à l'origine de ces études, a dû communiquer et a dit « Nos résultats ont été présentés par les médias comme si on avait apporté une preuve. Notre étude est une étude d'observation. On ne peut donc pas parler de relation de cause à effet. On n'apporte pas les preuves. » Donc, moi, il me semble, si on reprend ce schéma, que les chercheurs, en général, à part quelques-uns dont il y en a un dont le nom commence par S et finit par I, puis il y a aussi Sofriti, mais à part quelques-uns, ce n'est pas les chercheurs qui sont à l'origine de controverses parce que leurs travaux ne sont pas pris en compte dans l'évaluation du risque. Je pense qu'ils encaissent et puis c'est tout. Les services de communication, à mon avis, il me semble, devraient être souvent beaucoup plus prudents quand ils annoncent des résultats de travaux de recherche. Et puis après, bien, les agences de presse et les internautes, on sait très bien qu'on ne les contrôle pas. Et puis, ce que dit la télé, on sait bien qu'il y a des émissions qui, plus elles font de scandales, mieux c'est. Certains journaux aussi. Et puis, on en arrive à l'Assemblée nationale, où un projet de loi est déposé pour interdire ça. Si j'ai bien compris, les députés, c'est des propositions de loi qu'ils font, ce n'est pas des projets de loi. C'est le gouvernement qui fait des projets de loi. Et là, on est en effet devant un problème. Et je crois que c'est là maintenant qu'il faudrait que Jean-Yves nous apporte son témoignage de député, de scientifique, de président de l'office parlementaire, face à ce type de questions auxquelles il a été souvent confronté. Jean-Yves, je peux te donner la parole? Oui, merci. Merci beaucoup de me donner l'occasion de dire un tout petit mot des processus réglementaires dans ce sujet qui est très important, qui est celui de l'expertise, parce que la décision publique se fonde sur l'expertise. En vous entendant tous et en vous félicitant, je crois pour la clarté des exposés, je pense que l'expertise, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas toujours su, mais c'est quelque chose de sérieux et vous nous l'avez montré. Vous avez montré que, d'abord, la recherche, ce n'est pas l'évaluation du risque. Gérard Pascal et d'autres ont dit que, par contre, les chercheurs peuvent et doivent participer à des activités d'expertise au cours de leur carrière, en fonction de leurs compétences. Vous avez montré que l'évaluation du risque, c'était quelque chose de majeur parce qu'il ne pouvait pas y avoir, dans des situations où le politique est souvent en situation d'incertitude, il ne pouvait pas y avoir de décision politique si jamais il n'y avait pas une bonne évaluation du risque.
que c'est quelque chose de compliqué. Mais je crois que Philippe Stopp a bien montré, d'une part, les mécanismes très sérieux, c'est le mot sérieux que j'ai employé pour, d'une part, arriver à l'autorisation du marché, et deuxièmement, pour suivre à un moment donné, quand on a donné une autorisation, suivre l'évolution des effets, des potentiels effets indésirables. Vous avez également insisté sur la notion de risque, et je crois que c'est très important, parce que le concept de risque est devenu générique. On parle, j'ai essayé de retrouver des mots avant cette conclusion: risque écologique, risque technologique, risque naturel, risque sanitaire, risque alimentaire, risque routier, risque domestique, risque majeur ou diffus, mais aussi population à risque, facteur de risque, conduite à risque, question à risque. On est dans une société de risque. Et pourtant, le risque, et ça a été bien dit dans cette conférence, le risque, c'est une exposition à un danger potentiel et que il ne constitue pas en soi un danger, et que le risque, c'est donc le produit de la probabilité d'occurrence d'un événement par la gravité des conséquences induites par celui-ci. L'exemple des météorites qui a été indiqué tout à l'heure le montre bien. Je voulais également juste dire de manière générale, avant de parler un peu du Parlement et de la partie réglementaire, qu'une innovation, elle apparaît toujours plus risquée qu'une technologie éprouvée. On a même dans une directive européenne, la directive 2001-18 sur les OGM, le mot de sécurité avérée. On autorise des techniques de mutagénèse quand il y a le mot de sécurité avérée. Et que c'est assez étonnant, parce que si jamais on considère qu'il n'y a que ce qui est le plus ancien qui est le plus sûr, il n'y a pas de progrès possible. Donc il faut trouver un juste milieu entre les deux et trouver un juste milieu entre le nécessaire principe de précaution, mais le risque de ne pas tomber dans le principe d'inaction. Alors, Michel Dron et plusieurs autres, dans des questions, ont parlé de la controverse qui augmente la défiance, et Dominique Parent-Massin l'a également dit tout à l'heure, quand les Français perçoivent des désaccords entre scientifiques, notamment les divergences, et je crois que c'est Gérard qui en parlait, entre le CIRC d'une part et les agences d'évaluation, que ce soit les agences nationales ou européennes, ont créé un certain nombre de controverses. Alors les controverses, on a celle des nitrites, on a eu celle des glyphosates, on n'en a pas parlé de l'aspartame, on a parlé de l'aspartame, on n'a pas parlé de l'oxyde de titane, mais les controverses, elles arrivent en rang serré au niveau du Parlement, ou les toxines naturelles, les toxines dites naturelles via les autres dangers. Isabelle Oswald en a parlé tout à l'heure avec le zéaralénone. Mais je crois que tout ça, c'est important pour dire qu'il n'y aura pas d'acceptation d'une innovation, même si l'expertise est excellente, s'il n'y a pas acceptation par le citoyen. Donc la question, je crois, qui est la question majeure, est la question d'acceptation par le citoyen. Il faut une bonne expertise, il faut une bonne recherche, il faut, je crois, vulgariser cette recherche et il faut que le citoyen l'accepte. Je prendrai deux exemples. Les nouvelles biotechnologies, ça a été introduit dans le texte avec les OGM. Moi, je peux le dire, Gérard Pascal ne l'a pas dit, puisqu'il y a eu un rapport parlementaire. J'ai reconnu Gilles-Éric Serralini dans ce qu'il disait, avec le NK 603. Comme il y a eu un rapport parlementaire, je ne dirai que ce qu'il y a dans le rapport parlementaire. Eh bien, ce rapport parlementaire, il montre que sur les OGM d'abord, et je reviens après au NBT, sur ce que le nouvel observateur avait dit de manière très claire, avec une organisation en communication bien plus forte, excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, bien meilleure souvent que la communication des académies. Ils avaient dit, avec cette communication, oui, les OGM sont des poisons, en première page du nouvel observateur, et en montrant ce que Gérard Pascal a montré tout à l'heure, une tumeur très spéciale d'Adara. Et il est évident que ça, c'est des communications de marchands de peur. Et que vous pouvez faire toutes les bonnes expertises que vous souhaitez après, à partir du moment où
vous avez dans l'esprit de nos concitoyens le fait que soit on ne leur dit pas la vérité, soit que finalement c'est les industriels qui font du lobbying, ou soit que ce qui est très dangereux, on ne leur dit pas, et ils vont penser que finalement l'agroalimentaire, ils vont le mettre au banc des accusés, et ils vont considérer qu'un certain nombre de produits qui sont les produits pourtant expertisés, qui sont diffusés, sont responsables de la malbouffe, de la perte de biodiversité, du réchauffement climatique, des pollutions environnementales ou des impacts sur la santé. On a donc une situation qui est très très difficile et que même si les techniques, on les améliore, comme dans les NBT avec des techniques plus précises, plus rapides, et bien même si les techniques sont plus précises, même si donc les dangers de méthodes qui étaient des méthodes aléatoires, ce que Jennifer Doudna, prix Nobel avec Emmanuel Charpentier, dit cette année, on est passé des marteaux de forgeron au scalpel moléculaire. Eh bien, même si c'est cela, eh bien, les gens ne croient pas en l'expertise. Donc, il faut, je crois, les experts sont contestés. L'autre exemple est celui que connaît bien l'Académie actuellement, et plusieurs de ses membres, c'est celle des nitrites, où finalement, la controverse entre d'une part un parlementaire qui souhaite donner un nom à son travail sur ce sujet, et il a le droit d'avoir son avis, à condition qu'on organise une expertise qui soit une expertise collective, publique, contradictoire. Si jamais on n'organise pas d'expertise collective, publique, contradictoire, c'est facile de dire sa vérité devant une assemblée ou à la télévision. Donc, sur ce sujet, et il est évident que j'ai lu le rapport de l'Académie, c'est un rapport qui est très sérieux, qui montre des études éventuelles qu'il faut continuer à faire sur le sujet, mais qui montre également, et il pose la question du bénéfice-risque, qui montre également que si jamais on n'a pas de produits qui sont des produits qui permettent la conservation de ces aliments, on peut arriver vers des développements de botulisme. Et je crois que c'est bien indiqué. Alors, cette question d'appropriation de sujets complexes par la société, et c'est, je crois, le sujet majeur, ça passe, et je voudrais juste dire là aussi qu'il y a un texte qui m'apparaît, un texte de référence du Parlement, qui est ce texte que je montre un peu à l'écran, je ne sais pas si on le voit, qui est « Science et progrès dans la République ». Je l'ai transmis au secrétaire perpétuel, qui a été voté à l'unanimité de l'Assemblée, il y a quelques semaines déjà, qui a été transmis à l'unanimité, qui a été voté à l'unanimité de l'Assemblée, et qui, finalement, dit qu'il vaut mieux organiser le débat que d'être soumis à des manipulations. Et qu'aujourd'hui, on avait tendance à mettre sur le même pied, d'un côté, les savoirs, de l'autre côté, les croyances ou les opinions. Et qu'on ne pouvait pas fonctionner de cette manière. Et ça revalorise le rôle de l'expertise. Il faut faire confiance à l'expert, à condition, bien sûr, que les positions de l'expert puissent être débattues, et y compris si le citoyen est informé, que le citoyen puisse donner son avis. Il faut commencer par informer le citoyen. Car faire un référendum sur l'azéaralénone, excusez-moi, ça n'aura aucune utilité parce que les gens ne comprendront pas les impacts qui sont les impacts potentiels. Alors, ce sujet, il est majeur. La République n'avait pas besoin de savants, disait le président du tribunal révolutionnaire en 1794 à Lavoisier. Eh bien, si, car dans notre société, plus qu'avant encore, plus qu'en 1794, la numérisation de nos sociétés, l'usage qui amplifie la dérégulation du marché de l'information scientifique, ça a été indiqué par deux d'entre vous pendant le débat, nécessite de pouvoir hiérarchiser des éléments nécessaires à la prise de décision. Et si on ne fait pas ça, eh bien on ira dans le mur et on donnera la priorité à des théories complotistes qui génèrent des inquiétudes, de l'endoctrinement et qui alimentent des parcours de radicalisation. Il faut donc, plus que jamais, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel et chers collègues et chers confrères, la République a besoin de savants. Pour cela,
il y a un certain nombre d'idées qu'on avait développées. Ça passe, et vous l'avez dit dans vos exposés, ça passe par l'information dès l'école, par le débat dès l'école, par la hiérarchisation et le tri des informations qu'on a sur Internet. Ça passe par l'organisation d'un débat sur le bénéfice-risque. Ça passe par la prise en compte des travaux des académies, ça a été bien indiqué dans ce rapport. Ça passe par l'organisation du débat parlementaire et l'exigence que sur ces sujets dont on parle aujourd'hui, il y a une étude d'impact scientifique préalable, ce que nous ne faisons pas au niveau de nos parlements. Donc, je conclus en disant qu'il est évident que les risques, puisqu'on en parle, et c'est le rôle de l'évaluateur, ne doivent pas être balayés d'un revers de main, mais plutôt évalués rationnellement. Mais il faut aussi les tenir à distance des croyances, des partis pris idéologiques, de la propagande et des discours sectaires. Et mon dernier mot sera une phrase de quelqu'un qui était un scientifique encyclopédiste bien après Diderot, puisque c'était Bertrand Russell, qui était à la fois mathématicien, philosophe, prix Nobel de littérature, et qui disait « La science n'a jamais tout à fait raison, mais elle a rarement tout à fait tort, et en général, elle a plus de chances d'avoir raison que les théories non scientifiques. Il est donc rationnel de l'utiliser à titre d'hypothèse. » Merci beaucoup. Merci Dominique et merci Jean-Yves pour cette conclusion brillante. Après une après-midi consacrée à ces dossiers très compliqués, pour information des auditeurs, Jean-Yves va citer une polémique actuelle sur les nitrites dans laquelle notre rapport a été contesté. Nous venons de répondre à ce parlementaire ainsi qu'au président de l'Assemblée pour expliquer comment nous défendions nos positions. Donc effectivement, c'est un sujet qui n'est pas mort du tout et je pense que les discussions et les présentations cet après-midi nous ont permis, en tout cas tous ceux qui ont pu participer à cette séance, de comprendre un peu mieux les enjeux et la façon dont on peut essayer d'y travailler. Je note avec intérêt aussi ce qu'a dit Jean-Yves sur le rôle des académies, hein, c'est important je crois. J'essaye à mon niveau aussi de faire un groupement plus important des autres académies parce que plus on est nombreux, plus on nous croit quelque part. Et justement, cette approche polyacadémique, j'y tiens beaucoup et je pense qu'on va essayer de développer ces choses dans les prochains mois. Écoutez, je tiens à remercier tout le monde. On est pile dans le temps. Il me reste 1 minute simplement pour remercier tous les participants, tous les organisateurs. Remercier Agrinium qui, grâce à sa technique, nous fait travailler de façon parfaite. Et pour vous dire aussi que nous allons nous retrouver la semaine prochaine sur un sujet très différent. Très différent, c'est une question qui est posée aussi par une de nos sections. La fixation du carbone en forêt va-t-elle devenir une activité rémunératrice? Voilà un sujet très important aussi, très divers, et ça montre aussi la diversité des approches que nous pouvons avoir. En début, la séance suivante, en début mars, ce sera une approche avec l'Académie vétérinaire, justement, une autre académie, pour parler de la peste porcine africaine. Je vous remercie tous, il est 17h pile. Merci à tous, on peut interrompre la séance. Merci Pascal, merci Dominique, merci Philippe, merci Isabelle et merci Jean-Yves. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.